La crise au Mali survient au moment où le continent africain célèbre la journée de l'Afrique, une journée qui est donc entachée par cette actualité qui entraîne quelques craintes en ce qui concerne bien sûr l'issue de la transition qui est en cours au Mali. Nous allons essayer de faire l'autopsie de la situation en compagnie de plusieurs invités, parmi lesquels d'abord Gaston Kelman, intellectuel africain, écrivain émérite, panafricaniste. Gaston Kelman, bonsoir et merci de nous avoir fait l'amitié de répondre une fois de plus à cette invitation. Bonsoir, bonsoir chers amis, et c'est peut-être moi qui devrais vous remercier de me donner l'occasion, l'opportunité à notre rêve d'une autre Afrique. Maître Jacques-Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, consultant de la Tribune du Mardi. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour la traditionnelle invitation. Nous aurons en ligne de Bamako Maître Abdourahmane Touré, qui est avocat et également observateur de la vie politique au Mali. Il sera au téléphone. Mais également Modibo Mao, qui est économiste avec bien sûr une expérience riche. Nous allons bien entendu résumer la présentation. C'est un brillant économiste qui bien entendu a un regard pointu sur l'actualité de son pays, le Mali. Bonsoir et bienvenue, Modibo. Merci bien, M. Charlie. Merci de m'avoir invité à participer à cet important débat sur l'avenir de notre continent. C'est nous, et nous avons Nientao Mohamed, qui est vice-président du mouvement Solidarité Nouvelle. Il est également président de la section UDD du village de Mopti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Tchandi. Merci de m'avoir invité et surtout de me donner l'opportunité de parler du Mali dans une situation très difficile. Alors, juste une petite rectification. Je suis le président du mouvement Solidarité Nouvelle qui mène des actions au centre du Mali, et je suis également le président de la section de l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement, au centre du Mali, Mopti, qui n'est pas un village, mais plutôt la 5e ville administrative du Mali. Très bien, mais écoutez, merci de l'avoir précisé. Nous sommes au Mali, donc, où la situation semblait floue jusqu'à ce communiqué qui a été publié sur la page du gouvernement et lu par un officier de l'armée pour, semble-t-il, définitivement fixer les choses. La charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le Premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien, ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. En cette circonstance, le vice-président de la transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de l'engagement indéfectible des forces de défense et de sécurité à préserver l'intérêt supérieur du peuple malien, conformément à l'esprit et à la lettre de la charte de transition. Au demeurant, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront en 2022. Je vous remercie. Frère Mako,
25 mai 2021. Modibo Mao, on assiste là donc à un limogeage en règle du président de la transition et du Premier ministre. Oui, tout à fait. C'est la nouvelle que nous venons d'apprendre il y a à peine une heure. Bien vrai que les rumeurs subsistaient depuis hier après-midi, après l'annonce du nouveau gouvernement. Mais en réalité, nous sentions depuis un moment une crise au sommet de l'État. Parce que vous savez, depuis le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, départ forcé du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, et que la transition s'est établie, une charte de la transition a été établie, qui a été promulguée au journal officiel le 1er octobre 2020, qui fixe la durée de la transition à 18 mois. Et cette charte précise que le président de la transition est choisi par un collège. Et les trois piliers de la transition sont le président de la transition, le Conseil national de transition d'organes législatifs, et puis le CN, et donc le troisième pilier, et le Premier ministre de la transition. Donc vous aviez l'exécutif, mais les deux premiers, le président de la transition et le Premier ministre de la transition, ont été nommés par le CNSP, en fait la junte qui avait fait le coup de force contre le président Keïta. L'incongruité, en tout cas, le flou juridique qui existe dans mon esprit, c'est qu'on dit dans la charte de la transition que la constitution du 25 février 1992, la constitution qui est bâtie par la transition de Amadou Toumani Touré pour établir la démocratie au Mali, sur la base de laquelle le président Alpha Oumar Konaré a fait ses 10 ans, que cette constitution subsiste aux côtés de la charte de la transition. Mais qu'en cas de conflit entre les deux documents fondamentaux, que c'est la charte qui subsistait. Bon, moi, ça me laisse un peu dubitatif par rapport à ce qu'on peut faire pour gérer un pays avec deux documents fondamentaux. Donc, je pense que les choses ont été clarifiées, mais dans la charte, on ne dit pas comment, on dit que le président est élu, mais on ne dit pas comment le président est démis. Et donc, je pense que les affaires militaires se résolvent entre militairement, et donc je ne sais pas qu'est-ce qui va résulter de tout cela, mais nous sommes en attente. C'est un débat de juristes. Maître Abdourahmane Touré est avocat, il est aussi à Bamako, au Mali. Maître Abdourahmane Touré, que se passe-t-il à Bamako ? Moi, je pense que les événements actuels qui se déroulent au Mali sont le fruit quand même d'une évolution assez récente de rapports entre le président, le vice-président et le premier ministre d'un côté, et de l'autre côté maintenant des rapports entre le président, le premier ministre, les forces sociales, notamment les syndicats, et les forces politiques représentées par le mouvement M5 du 5 juin. Dans ce schéma-là, je pense que le président de la transition du Mali a procédé à en tout cas, a reçu plutôt la démission du Premier ministre sans concertation ni avec les forces politiques et sociales, ni avec le vice-président, en tout cas, qu'il a pratiquement mis sur place. Je pense que ce schéma a été perçu par le vice-président comme une forme de contournement, en tout cas du consensus minimum qui s'était instauré entre eux à propos de la décision concertée par rapport à tous les actes qui doivent être posés, d'un côté, et de l'autre côté également l'éjection du gouvernement de deux têtes fortes du coup d'État du 18 août, notamment le ministre de la Défense, M. Camara, et le ministre de la Sécurité, M. Koné, qui étaient des acteurs majeurs du coup d'État. Donc quand vous enlevez les deux acteurs majeurs du coup d'État à des postes sécuritaires et de défense dans le cadre d'un gouvernement, c'est comme si vous les exposez pratiquement à tout. Donc les militaires auteurs du coup d'État ont estimé que c'était une forme de transition et qu'à terme, ils auraient peut-être subi le même sort que d'autres putschistes qui sont passés récemment devant les juridictions au Mali. Donc la première lecture, c'est que
M. Badaou, le président de la transition, ainsi que, comme on appelle, Moustapha Mokhtar Ouane, le premier ministre, n'avaient aucune assise ni militaire, ni sociale, ni politique. Donc, l'ouverture du gouvernement aux forces politiques qui a échoué était une forme de constitution, en tout cas d'un capital social et politique pour le premier ministre et le président de la transition. Malheureusement, ils n'ont pas pu réussir l'exercice de l'ouverture du gouvernement parce que les forces politiques et sociales, en tout cas les plus importantes, ont refusé d'adhérer au gouvernement. Donc cela a rajouté également au fait que le gouvernement a été dissous, le PM est reconduit sans consultation avec les auteurs du coup d'État. Bon, l'un dans l'autre, ça a mené ce clash qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, comment dirais-je, le pays est carrément à l'arrêt. Et ce qu'il faut également retenir dans cette affaire, c'est qu'on peut y voir une forme de réveil assez tardif du président de la transition qui s'est dit à un certain moment donné que je suis président de la transition, j'ai des attributions et des compétences, donc il m'appartient de prendre certaines décisions, notamment recevoir la démission du président, du premier ministre et le reconduire automatiquement, sauf qu'il a oublié qu'il a ses attributions et ses compétences dans le cadre d'une situation exceptionnelle, d'une situation qui relève plutôt de bricolage juridique avec un système de vice-président qui a même désigné le président de la transition. Donc je pense qu'il y a eu une mauvaise appréciation de la part du président de la transition et une réaction en tout cas je ne sais pas si c'est proportionné ou disproportionné, en tout cas une réaction rapide des auteurs du coup d'État et pour ramener les choses à l'endroit comme ils l'entendent. Donc ça, c'est vraiment l'explication que je pouvais donner à cette situation. Gaston Kelman, il y a ce sempiternel problème que pose la cohabitation entre civils et militaires après un coup d'État. Non, sincèrement, c'est pas. Je ne sais pas faire ce genre d'analyse civile, militaire et tout. Mais mes amis qui sont intervenus avant pour apporter des explications, ce n'est vraiment pas leur faire un affront que de leur dire que j'ai rien compris du tout. Et parce qu'il n'y a rien à comprendre. Je veux dire que un jour, nous comprendrons en Afrique que des mots démocratie, je suis du parti de la démocratie, je suis de ceci, de cela, ça n'a aucun sens vraiment quand on ne l'assied pas dans un contexte. Je veux dire que d'un côté, on a l'impression de revenir à une situation de transition héréditaire, c'est-à-dire nous venons dans une espèce de système monarchique. Et de l'autre côté, I've been this way before, je me souviens de cette chanson de je sais plus, Neil Diamond qui disait I've been this way before, I'm sure I'll be this way again. Il y a des pays où c'est le coup d'État qui est le mot de recherche d'authenticité. Ils la trouveront un jour. Moi, je suis très optimiste pour l'Afrique, je vous l'ai toujours dit. L'Afrique ne vivra pas avec des systèmes de briques et de blocs importés comme ça, la démocratie par là, et puis on n'est pas d'accord, on fait un coup d'État, et puis le Premier ministre a dit que l'autre a dit que nous avons deux constitutions. Sincèrement, il faudrait bien qu'on comprenne un jour. Je suis Camerounais et dans notre pays, par exemple, il y a des velléités de sécession tout simplement parce qu'ils sont anglophones et que les autres sont francophones. Vous voyez le fondement d'une division? Ils ne sont plus bamileke, ils sont anglophones. On a créé une nouvelle tribu. Donc on est en plein dans la pensée des autres, on est en plein dans les modèles des autres qui ne tiennent absolument pas compte du fait qu'il y a 50 ans, il n'y a que 2% des Africains qui allaient à l'école, qui ne tiennent pas compte du fait que nous sommes dans une transition postcoloniale, qui ne tiennent pas compte du fait que nous devons chercher des systèmes adaptés à notre niveau de développement et à notre capacité à nous gérer. C'est quoi la démocratie? J'aimerais vraiment que mon jeune ami là, qui est président d'un parti qui est démocratique, m'explique ce que c'est que la démocratie. Personne n'a jamais réussi à m'expliquer. Il faut donc que nous comprenions que, comme la Chine, comme certains autres pays, que nous cherchions des systèmes adaptés à notre niveau. Ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons aujourd'hui à revenir dans des systèmes monarchiques. C'est tout simplement parce que dans nos têtes, au Cameroun par exemple, la monarchie est encore dans les têtes.
Quand j'entends les présidents africains signer des constitutions où ils disent qu'ils vont faire 2 mandats, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Personne ne peut avoir envie de faire 2 mandats en Afrique. Et les pays en développement n'ont pas besoin d'une valse au sommet du pouvoir. Il faut qu'on essaye un jour, vraiment qu'on réfléchisse, qu'on soit assez éduqué pour comprendre que nous devons chercher un système qui nous convienne. Sinon, ce seront toujours des coups d'État pour le Mali ou alors des tentatives de succession mal phagocytées et de type héréditaire, ou alors des longévités de type Cameroun, mais on ne trouvera pas notre voie avec tous ces systèmes bâtards et tous ces systèmes intermédiaires. Mettons-nous au travail pour commencer à zéro. Nous n'allons pas à la maternelle vouloir jouer à la cour des grands. Nous n'allons pas en corpo vouloir jouer contre AC de Milan. Non, c'est pas ça nous. Nous avons des modèles à parachever et des modèles à mettre en place. Maître Jacques-Brice Momnogui, la situation au Tchad, au Mali, intervient juste après ce qu'il y a eu au Tchad. Est-ce que, évidemment, étant donné que les militaires ont pris le pouvoir, ils entendent l'assumer jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut le leur reprocher au Mali? Disons que tout d'abord, c'est toujours assez frappant. Hein. Je l'ai dit à une de vos tribunes que le Mali, qui a quand même eu la première constitution au monde, la charte du Mandé, la charte du Kourouga-Fouga après, qui a eu un grand empire, qui a rassemblé plusieurs peuples, plusieurs cultures, se soit retrouvé là aujourd'hui dans une situation assez compliquée, où le pouvoir politique semble finalement être quelque chose qui va finalement diviser le peuple malien plus qu'il ne l'est avec le défi sécuritaire. Je crois que à chaque fois que nous raisonnons sur les prises de pouvoir en Afrique, sur ces changements que nous vivons, qui sont un peu comme des retours en arrière finalement, puisqu'on pensait qu'on en avait fini avec les coups d'État et ceux-là, les coups de force, on se rend bien compte qu'on n'a pas réglé le cas du Mali, le problème de fond. On ne peut pas dire, faut-il reprocher à des gens qui ont pris le pouvoir de ne pas vouloir l'exercer. Mais la question de fond, encore une fois, quand on parle d'un État moderne ou d'un État tout court, c'est la question des valeurs. Est-ce que les valeurs qu'on dit démocratiques, qui sont plutôt des valeurs humanistes, sont véritablement respectées quand on voit la fragilité avec laquelle nos États aujourd'hui sont dirigés? Peut-on véritablement avoir des nations suffisamment représentées au plus haut niveau lorsqu'on a une telle fragilité au sommet du pouvoir, lorsque le pouvoir ne tient finalement qu'à un seul fil ou alors à un accord politique qui suppose de le respecter de manière complète sans pouvoir avoir la moindre autonomie? Je pense, comme l'indiquait M. Kelman, au-delà de la question du Mali qui est importante, encore une fois, avec, je ne sais pas si on peut appeler ça coup de pas, une révocation militaire d'un civil au pouvoir, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Juridiquement, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Après cette révocation qui a été faite, donc, on se rend bien compte que véritablement, il va falloir repenser. C'est pour le cas du Mali, mais plus largement pour le cas de l'Afrique. Nous sommes des Africains, arrêtons de penser en Malien, en Cameroun, je ne sais pas quoi. Nous devons réfléchir à un mode de système politique qui convienne véritablement aux Africains. Et en ce qui concerne le Mali, avec sa tradition multiséculaire, avec sa multiplicité de population, sa multiplicité de diversité culturelle, il me semble qu'il va falloir s'appuyer, plus qu'on l'a peut-être fait encore une fois, sur ces autorités traditionnelles. On l'a vu la dernière fois avec l'autorité religieuse lorsqu'il y a eu ce point de transition, comment ils pouvaient être suivis, écoutés. Je crois qu'il va falloir repenser cela et ne pas s'en remettre simplement à des coups de force qui finalement sont des coups de force qui peuvent changer à tout moment et qui ne donnent pas de stabilité au pays. Niantao Mohamed, il ne s'agit pas d'un coup d'État au Mali. Il ne s'agit pas d'un contre-coup d'État ou d'un nouveau coup d'État. Alors, mon cher Tiandi, avant de répondre à votre question, je rejoins absolument notre frère Kelman. Moi, je vais plutôt dire 2 mots sur le cas actuel du Mali. Le cas du Mali actuel me fait dire que les grandes nations ont des grandes histoires, constituent des succès extraordinaires, certes, mais également des moments de drame qui ont toujours nécessité une véritable communion de la grande majorité de la nation, ce qui permet un nouveau départ pour cette même nation, vous le savez. Je pense que le Mali se retrouve dans le même cas de figure aujourd'hui. Mais je crois, moi en tant que Malien, qu'il repartira de plus belle, mais à condition que les filles et fils de ce pays n'aient pas des agendas divergents. Et je pense qu'on aura le temps de parler d'agenda de chaque force aujourd'hui au Mali, parce qu'on en a plusieurs.
Mais si moi je fais la radiographie de mon pays, au moment où je vous parle, c'est un géant qui est complètement affaibli par l'état des différents régimes successifs, qui résulte aujourd'hui de l'affaissement du socle sur lequel une nation se fonde, c'est-à-dire l'éducation. Un peuple, vous le savez, hein, M. Tchandi, sans une bonne éducation, est un peuple aventurier et facilement domptable. Moi, je crois que le problème actuel du Mali, on a parlé de démocratie, on a parlé de modèle social qui doit être propre à l'Afrique. Le véritable problème malien aujourd'hui, c'est l'éducation. Aujourd'hui, le Malien lambda, depuis les années 60, ne sait plus prendre le temps de réflexion, mais proposer un projet social. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des pouvoirs, des régimes qui n'arrivent même pas à finir leur mandat. Vous avez des problèmes d'extrémisme qui commencent au nord, qui prend le centre aujourd'hui, qui est en train d'envahir tout le Mali. Et je pense qu'il faut qu'on parle du Malien. Le Malien d'aujourd'hui, c'est quoi son état d'esprit? Quelle est sa capacité de réflexion? Quelle est sa capacité de résilience? Oui, mais là, quelle est sa capacité de résistance? Oui, là, ça demande certainement un gros travail de réflexion, certainement des assises. Mais dans l'immédiat, le pays a besoin de continuer de fonctionner dans la sérénité. Il y a eu une grève qui n'a pas totalement été contenue puisque les insatisfactions perdurent. Mao Modibo, finalement... Makalou. Makalou Modibo. Oui, mais finalement, on a un cas de figure où certains sont tentés peut-être de regretter Ibrahim Boubacar Keïta. Bon, je suis mal placé pour en parler, pour avoir été son conseiller économique et financier. Mais en tant que Malien tout court, ce que je vais dire, c'est que ce pays vit une crise multidimensionnelle, multiforme. J'ai essayé de placer les choses dans leur contexte pour comprendre un peu ce que nous vivions comme crise sociopolitique depuis 2018. Mais en réalité, depuis 2012, le Mali est en crise. J'étais au cabinet du président ATT aussi, quand il y a eu le coup de force de la junte d'alors, qui s'appelait le CNDRE. Donc, c'est pour vous dire, vous savez, ça c'est le 5e coup d'État du Mali en 60 ans d'indépendance. Donc, vous voyez, nous étions, jusqu'à hier, on était à 4 coups d'État sur 60 ans, donc tous les 15 ans. Maintenant, la moyenne a baissé, nous sommes à un coup d'État tous les 12 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, nous avons mené des réflexions, y compris avec mon jeune frère et ami, Maître Abdraman Touré, sur des schémas de sortie de crise. Mais cette crise multidimensionnelle, elle est politique, elle est sociale, elle est économique, elle est sécuritaire. Maintenant, elle est sanitaire, elle est nutritionnelle et elle est alimentaire. Parce que vous savez, moi je pense qu'il faut résoudre les problèmes dans leurs causes, pas dans leurs effets, les symptômes. Nous sommes en train de traiter les symptômes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les causes de la déliquescence de l'État au Mali? Je ne suis pas un partisan du monopartisme, mais je constate qu'avec le coup d'État contre le général Moussa Traoré et le parti unique en 1991, l'État s'est délité avec la démocratie. Parce que nous ne respectons pas les règles de la démocratie et ce n'est pas un processus endogène qui a mis cette démocratie en place chez nous. D'abord, la constitution de 1958, d'octobre 58 du général de Gaulle, tous les pays francophones l'ont recopié pratiquement. Mais de Gaulle a fait cette constitution sur mesure dans un contexte particulier en France où le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Mais ça ne peut pas marcher chez nous. Dans nos constitutions, il n'y a ni séparation des pouvoirs, ni équilibre des pouvoirs. C'est le pouvoir exécutif qui fait tout. J'ai été à la présidence de la République pendant 15 ans, je sais de quoi il parle. Tout part de la présidence, tout revient à la présidence. Donc il faut un minimum de consensus, il faut que les Africains s'asseyent, il faut que nous remettions notre base sociologique. Mettre à parler de Burkina Faso, oui. La charte du Mandé, c'est la première constitution au monde avec 44 articles, mais tout y est.
Mais pourquoi avons-nous besoin d'aller recopier la Constitution de 58? Alors, et maintenant, on veut nous faire venir un expert étranger pour nous apprendre à faire une Constitution. La Constitution, c'est ce que la société ressent à un moment donné. Il faut que ce soit un processus endogène qui mette en place cette loi fondamentale. On rappelle sans que cela, on ne va pas s'en sortir. Très rapidement par rapport à la grève, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Vous savez, nous sommes, depuis la chute de Ibrahim Boubacar Keïta, nous avons eu 3 jours de grève en novembre, nous avons eu 5 jours de grève générale en décembre 2020, nous avons eu 5 jours de grève la semaine dernière et nous venons d'entamer hier 5 jours de grève. Donc il y a un blocage au niveau du processus politico-social et je pense que nous venons de commettre vraiment le summum de cette crise. Et justement, les militaires reprochent au Premier ministre, notamment démis de ses fonctions, de n'avoir pas été en capacité de résoudre les problèmes. Ça peut paraître facile comme conclusion. Et bon, on rappelle à tous nos téléspectateurs que c'est la journée de l'Afrique et quand même éclipsé par cette actualité au Mali. Il y a une délégation de la CEDEAO qui devrait se trouver à Bamako aujourd'hui. La CEDEAO est également perçue comme l'un des éléments ayant aggraver le problème lorsque le coup d'État s'est produit. Gaston Kelman, la CEDEAO a les moyens, vous pensez, d'arriver à mettre tout le monde d'accord? Est-ce que la CEDEAO a déjà les moyens de s'autofinancer? Mais j'aimerais savoir si elle a déjà cette liberté de s'autofinancer. En tout cas, la CEDEAO, j'en sais rien. Mais je sais que l'Union africaine, par exemple, n'a pas les moyens de s'autofinancer. Je crois que nous avons tous été d'accord sur le fait que aller nous plaquer des modèles, la CEDEAO, le machin, le ceci, le cela. Le frère tout à l'heure parlait de cette constitution angolienne qui est venue se plaquer chez nous sans tenir compte de rien du tout. Aussi longtemps qu'on sera sur des schémas comme ça, que ne sont pas des modèles, chaque peuple. Je cite toujours cette citation de cite toujours Fanon en disant chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Est-ce que notre mission, c'est d'imiter les autres? Qu'est-ce que vous voulez que la CEDEAO fasse quand elle va... La CEDEAO, c'est Ouattara qui va vous dire ce qu'il faut faire sans consulter Macron. Qui est-ce qui va décider à la CEDEAO? Je pense que nous devons sortir vraiment de ce mode réflexionnel, de ce mode de pensée qui est dans des schémas qui ne sont pas... Mais Gaston Kelman... qui nous conviennent. Gaston Kelman, et pourtant la CEDEAO est une organisation sous-régionale qui a mis la pression sur Yahya Jammeh, qui est parvenu à contraindre Yahya Jammeh à lâcher le pouvoir après l'avoir perdu par les urnes. Et depuis que Yahya Jammeh est parti, son pays, c'est nickel, tout va bien, quoi. Il s'est développé. Non, mais Gaston Kelman... Excusez-moi, c'est une question rhétorique. Hein. C'est pour dire que des petits rafistolages comme ça ne sont pas au fondement de notre capacité à nous développer. Nous avons réussi tout à l'heure à être dans un consensus que l'Afrique a le devoir de trouver les systèmes qui lui conviennent. Je rappelle à mes amis que n'oubliez jamais que quand De Gaulle partait et dont nous avons repris le système, 2% des Africains allaient à l'école. J'ai entendu beaucoup insister sur le problème éducatif, évidemment qui est au cœur de ma pensée aussi. 2% des Africains allaient à l'école, ils ne le savent même pas. Mais il y en a même qui vous disent que c'était bien quand le blanc était là. Mais sachez que 2% des gens allaient à l'école. Et en 50 ans, vous devez être fiers de ce que nous essayons de faire. Les altermoiements, c'est normal. C'est normal que nous piétinions, que nous ayons des altermoiements, que nous ayons des difficultés. Mais il faut seulement qu'un jour, nous disions que nous aimons l'Afrique et que nous ayons un objectif. Voilà. N'ayons surtout pas, c'est la fierté qui nous manque aussi. C'est la fierté. Si vous voulez entendre dire du mal de l'Afrique, tendez le micro à un Africain. Voilà un adage que je dis toujours. Nous ne sommes même pas fiers de ce que nous avons déjà fait en si peu de temps et nous recevons les ordres du monde entier sans comprendre que la matrice de notre développement, de nos développements culturels, sociaux, politiques, se trouve chez nous.
Mais petit à petit, on va y arriver, je vous assure. On va y arriver. Mais surtout, croyons-y nous-mêmes d'abord. Croyons-y. Arrêtons de chanter, par exemple, quelqu'un comme Dumont, l'Afrique noire est mal partie. Tous les Africains, c'est la Bible africaine aujourd'hui. Si vous voulez rendre un Africain heureux, dites du mal de l'Afrique. Un Chinois a dit que les Africains sont malhonnêtes. Un Juif a dit que les Africains sont méchants. Un Indonésien a dit que les Africains ne savent rien. Voilà ce que nous parlons, comment nous parlons de nous-mêmes aujourd'hui. Si on ne s'assied pas pour requérir, pour reconstruire déjà cette fierté de nous-mêmes, nous avons fait énormément en 50 ans. Aucun autre groupe dans des conditions pareilles a fait mieux que l'Afrique. Mais l'Afrique est la seule qui pense qu'elle est mauvaise parce que de partout on lui dit, comme dit Césaire, un génie malsain avait mis dans sa tête qu'il n'avait pas capacité à gérer son propre destin. C'est les autres qui nous disent qui nous sommes. Le jour où nous saurons que c'est à nous qui nous sommes, nous irons de l'avant. Maître Jacques-Brice Momnogui avant Nientao Mohamed, finalement c'est un problème de droit. Il y a un débat entre les textes à appliquer. Il y a une confusion, semble-t-il, volontaire, entretenue de façon très subtile. Pour profiter de cet écran de fumée. J'aimerais quand même revenir, pour vous répondre précisément sur ces textes de loi. Je ne sais pas si nous tous ici avons lu la charte du Kourouga Fouga, mais je vous assure, c'est un texte qui est d'une profondeur et qui reprenait exactement tout ce qu'il faut à une nation pour exister. L'organisation sociale, l'implication des femmes au gouvernement, le statut des esclaves, les conditions d'évolution de la société, les conditions d'organisation de la société, avec les castes qui étaient reprises dans le Mali, que ce soit des griots, etc., etc. Voilà une constitution qui existait, un empire qui était au sommet de ce qu'on pouvait imaginer d'un empire, à l'époque, par le XIIIe siècle quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui? C'est pour cela que pour moi, le Mali est l'exemple type de ce qui se passe, de la vision que nous avons d'un point de vue de la gestion de nos États africains, de ce qui nous arrive. Que nous est-il arrivé? Il nous est arrivé, on ne peut pas éluder cette question, le fait que nous avons repris des mécanismes qui ne correspondent pas à ce que nous sommes. Aujourd'hui, on parle d'application de textes de loi. Les textes que nous appliquons, les constitutions que nous avons, les modes de pensée que nous avons ne peuvent jamais malheureusement être respectés. Je vous ai dit la dernière fois, on parlait de démocratie et on oublie souvent que la démocratie, ce sont les valeurs. Et on confond la démocratie avec le système politique. Les valeurs dites démocratiques sont des valeurs qui existent partout, qui sont pour moi des valeurs qui sont simples, qui pourraient être du terme de droit, d'une justice indépendante, d'une liberté de presse, d'une liberté d'exercer, et également du droit d'avoir de la contradiction, on peut toujours s'exprimer. Mais attention, il ne faut pas confondre ça avec le système politique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons des systèmes politiques copié sur la Constitution de 58 avec des constitutions qui donnent un exécutif très fort et très puissant dans un contexte africain où on reconnaît également l'autorité du chef. Et dans ces considérations, comment voulez-vous que nous puissions véritablement parler simplement de jeu de chaise musicale, parler d'alternance politique qui nous ont fait piétiner depuis de nombreuses années. Je crois qu'aujourd'hui, cette crise qui s'installe à nouveau au Mali, malheureusement, pour ce grand pays, c'est le fait de savoir que finalement, on revient à l'époque romaine. L'époque romaine, la République, c'est l'armée. Celui qui a la force devient empereur. Il se fait couronner César. C'est ce que nous sommes en train de vivre tout simplement au Mali. On a la force, on se fait couronner, on est César, tout simplement. Et celui qui aura encore plus de force viendra se faire couronner. Mais pendant ce temps-là, nous ne construisons pas les ressorts fondamentaux sur lesquels une nation doit être construite, à savoir s'asseoir sur une véritable culture qui permet la compréhension de son passé historique et d'envisager sereinement l'avenir et se projeter avec puissance dans le monde aujourd'hui. Et je crains malheureusement que si aujourd'hui nous en discutons, si nous ne nous mettons pas à réfléchir à tout cela, on parlait de la CEDEAO tout à l'heure. La CEDEAO, c'est une communauté économique. Comment voulez-vous que les fondements juridiques de cette organisation ne visent même pas une intégration autre qu'économique? Comment voulez-vous dans ces conditions qu'elle puisse parler des problèmes politiques ou d'intégration sociale? Dès lors qu'elle est conçue
pour être un mécanisme purement économique. Et là encore, c'est un problème aujourd'hui que nous rencontrons en Afrique, et c'est le cas aussi pour les institutions d'Afrique centrale ou d'autres institutions africaines. Mais Jacques-Brice Bomdogui, pourtant la CEDEAO gère les crises politiques. On va certainement... Les chefs d'État de la CEDEAO gèrent les crises politiques. Il faut faire attention, il ne faut pas confondre les deux. Mais les résolutions qui peuvent être prises par les chefs d'État, en fraternité avec un chef d'État, ce ne sont pas les résolutions de la CEDEAO. Mais c'est bien la CEDEAO qui envoie des missions dans les différents pays pour... Bien sûr, puisque c'est une organisation. Il faut encore regarder quel est l'organe de la CEDEAO qui envoie des missions. Vous verrez que c'est toujours l'organe qui concerne la conférence des chefs d'État qui décide de s'appeler et en fraternité d'agir. Mais la vocation de la CEDEAO, ce n'est pas de venir intervenir dans un pays quand il y a une crise politique, puisque ce n'est pas dans ses statuts. Netao Mohamed, on voit justement que la CEDEAO est, en tout cas comme ça avait été déjà perçu au début, pas très bien vue au Mali en raison de nombreuses dissensions, en raison parfois de dictats qui ne sont pas du tout bien perçus par les acteurs politiques. Est-ce qu'il y a, comme certains le soulignent, une main noire au Mali qui, de l'extérieur, manipule ou manipulerait les acteurs politiques? Alors, je suis absolument d'accord avec mes amis sur le fait que l'Afrique doit inventer son système, et l'Afrique aujourd'hui a les outils nécessaires pour le faire. Mais malheureusement, ça ne se fera pas de sitôt. Eh bien, écoutez, je pense que Kelman l'a bien dit, 50 ans, 60 ans, c'est quoi? C'est peut-être 3 secondes dans la vie d'une nation. Et moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, l'Afrique est capable de se tenir debout, de se parler du nord au sud et faire son modèle. Et effectivement, nous avons les outils qu'il faut. Maintenant, concernant la situation actuelle du Mali, moi, je me souviens, j'avais évoqué sur plusieurs médias à Bamako en disant que faisons attention, sinon nous risquons d'avoir un autre coup d'État pendant la transition. Et pourtant, je ne suis pas indifférent. Tout simplement parce que je vous disais qu'au Mali, nous avons pas mal de groupes qui ont chacun de son côté son agenda dans un moment critique pour la nation. Et en ce moment, ce qu'on devrait faire, c'est surtout laisser la possibilité que ce soit les militaires ou le Premier ministre qui était un ministre civil, et les politiques devraient, certes, il faut l'inclusivité pour pouvoir gérer la transition, mais il ne fallait pas que les politiques soient très exigeants sur le nombre de postes, le nombre de départements ministériels. C'est ça qui a amené le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que le Mali est dans un délitement total. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui sont à Bamako, et ce qui les intéresse, c'est de savoir pendant 8 mois, pendant 6 mois, est-ce qu'ils peuvent gérer un département ministériel. Et ça, c'est problématique. Maintenant, pour revenir sur le fond du problème, à mon sens, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Je veux dire, en tant qu'Africain, on n'est pas fier qu'il y ait un coup de force dans un pays, que ce soit le Mali ou au Cameroun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème beaucoup plus important au Mali à gérer, qui est un problème sécuritaire. Moi, je suis de Mopti et je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire que pendant la crise des élections, vous savez, je vous expliquais que j'étais moi-même candidat aux élections législatives à Mopti où j'ai gagné, où finalement mon siège député a été, comment dirais-je, annulé par le pouvoir de l'époque. Et c'est ce que disait Maître tout à l'heure. Si nous revenons à l'époque au Romain et que c'est lui qui a le pouvoir décide s'il doit faire beau ou s'il doit pleuvoir dans un pays et que les institutions n'ont aucun poids, et dans ce pays-là, nous ne pouvons pas avancer. Maintenant, pour la CEDEAO, moi, je pense que non. Je pense qu'il est grand temps que... J'entends toujours le même discours, que ce soit au Mali, au Cameroun, ou au Gabon, ou au Sénégal. À chaque fois que nous avons des difficultés, nous avons tendance à accuser en général les Occidentaux. Alors, certes, aujourd'hui, vous prenez 90-95% des Maliens, ils sont arabisés. Nous avons un gros problème par rapport à notre propre identité. C'est une réalité. Nous avons une partie des Maliens qui sont, on va dire, occidentalisés, avec une culture chrétienne. Nous avons un problème d'identité, d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, nous les Maliens, nous les Africains, de nous mettre face à notre responsabilité et d'agir ensemble pour le bien de nos nations. Et je donne souvent cet exemple-là.
une liberté, ça ne se donne pas. Une liberté, ça s'arrache. Et je donne souvent l'exemple du Vietnam, où vous avez vu, les Vietnamiens, c'était des agriculteurs, des paysans, mais qui ont su se mettre debout, mobiliser ensemble pour boutre les Américains dehors, les Français, et ensuite les Américains. Et aujourd'hui, les Africains sont capables de le faire. Mais il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change d'état d'esprit. Et surtout des priorités. Il faut changer de paradigme, c'est primordial. Modibo Mao Makalou, est-ce que, comme le soulignent certains, il y aurait des mains noires qui, de l'extérieur, la question revient, tirent les ficelles ou tireraient les ficelles au Mali? Écoutez, vous savez, depuis 2012, depuis la crise politico-sociale militaire de 2012, vous savez, nous avons la MINUSMA, la mission multidimensionnelle des Nations Unies, force d'interposition et carré. Donc vous avez plus de 40 nationalités qui sont représentées au Mali aujourd'hui au titre des Nations Unies, pour s'interposer normalement entre le gouvernement et les groupes armés du Nord. Bon, cette question a été résolue partiellement dans l'accord pour la paix et la réconciliation de 2015, mais aujourd'hui, je pense que même au niveau de la crise que nous venons de connaître hier, le coup de force, en tout cas la tentative de coup de force ou le coup de force d'hier, nous voyons que ce sont des problèmes géostratégiques. Je pense qu'il y a quand même une confrontation, en tout cas il y a une bataille idéologique au sein même de l'armée. Parce que vous savez, lorsque en 61, le président Modibo Keïta a décidé de fermer les bases françaises au Mali. Là, vous posez le problème des écoles. Certainement, on a des officiers formés dans tel ou tel pays et d'autres formés ailleurs. Exactement. Oui, Gaston Kelman, il y a une question d'intérêt qui, bien sûr, se pose, notamment en Afrique centrale, en République centrafricaine. On a d'un côté... Vous savez, ce ne sont pas les situations ponctuelles qui m'intéressent. Je vois l'Afrique, je rêve des nations africaines qui s'émancipent. C'était par rapport à ce qui a été relevé au Mali. On a cette rivalité entre des officiers formés qui dans l'ancienne URSS, qui aux États-Unis, etc. Nous avons les oppositions entre les intellectuels et les politiques dans les nations. Les deux élites ne s'entendent pas. Nous avons les oppositions entre les militaires formés chez deux puissances étrangères. Et où est le Mali là-dedans? Où sont les nations africaines là-dedans? Vous croyez que ce n'est pas ça qui doit m'interpeller? Vous croyez que vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette stupidité qui est encore structurelle dans nos têtes. Je vous dis, le Cameroun, parce que nous on est anglophones, vous êtes francophones, vous n'êtes plus nos frères. Moi j'ai été formé en Russie, tu as été formé en Chine ou bien à Kuala Lumpur, je ne te connais plus. L'intellectuel, on le tient par la flatterie, l'homme politique, on le tient par la peur, alors les voix divergent. Pourquoi voulez-vous que je passe ma réflexion à cela? C'est un constat. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les portes de sortie. Et c'est triste, évidemment. Cette espèce de dépendance intellectuelle, la pensée, cette espèce de dépendance intellectuelle qui fait que deux frères se chamaillent parce que l'un qu'on croit représenter la Russie et l'autre les États-Unis. Mais qui représentera le Mali? Voilà la question. Qui représentera le Mali? Le reste n'est que bisbille, le reste n'est que ce que j'appelle notre aliénation postcoloniale. Et c'est ce que nous devons enlever de nos têtes. Vraiment, je ne vois pas ce que vous voulez que je vous dise, que deux hauts unitaires militaires se chamaillent, pas par rapport au regard qu'ils ont sur le Mali, mais par rapport... Alors, Maître Abdourahmane Touré, on a à l'instant eu un problème de liaison avec Gaston Kelman qu'on retrouvera certainement tout à l'heure. Maître Abdourahmane Touré, vous voyez, vous, des ficelles tirées de l'extérieur?
Bon, s'agissant des prétendues mains qui seraient de l'extérieur, moi je pense que ça relève des théories creuses. Hein. Donc vraiment, il n'y a aucune main extérieure dans cette affaire-là. L'extérieur n'a pas besoin de s'impliquer jusqu'à ce point. Nous sommes suffisamment en désaccord avec nous-mêmes pour pouvoir créer des tensions de ce niveau sans avoir besoin sérieusement d'un coup de main de l'extérieur pour cela. Donc ceux qui le pensent également déplacent fortement la question en essayant de ramener la chose sous l'angle d'une opposition, d'une prétendue opposition entre la France et la Russie. Bon, je pense que tout ça, c'est des contes pour grands enfants, voilà, des gens qui sont dans la théorie de abat la France, etc., etc. Bon, c'est vraiment du n'importe quoi. Il n'y a pas de main extérieure dans cette affaire. C'est une mésentente interne, un problème de compréhension interne, un manque de maîtrise de notre situation. Et donc, il n'y a aucune main extérieure dans cette affaire, de mon point de vue. Makalou, on est dans un cas de figure qui est clair. Maintenant que cette décision a été prise de se séparer, sinon de limoger, pour être plus clair, le président de la transition et son premier ministre, doit-on considérer qu'il n'y aurait plus de malentendus immédiats? Je pense que les choses ont été clarifiées parce que en réalité, les dissensions internes concernaient les jeunes officiers dont le leader est le vice-président, les colonels, et le colonel-major à la retraite qui était le président de la transition, qui était venu en tandem avec son premier ministre. Donc en réalité, c'est le premier ministre qui était contesté et par les militaires et par l'opposition classique, c'est-à-dire le M5 RFP. Donc, quand le Premier ministre a été reconduit, bon, quand il a donné sa démission et qu'il a été immédiatement reconduit, ça a mécontenté et le M5 et les jeunes colonels qui ne voulaient pas de lui. Bon, mais je pense que le président de la transition tenait à son Premier ministre, et d'ailleurs, d'après le communiqué fourni par le porte-parole du vice-président de la transition, ils n'ont pas été écoutés, consultés par rapport à la formation, mais je pense qu'ils ont été consultés parce que moi j'ai vu un autre document hier où il disait que ce n'est pas la liste que lui il avait validée qui a été lue à la télé. Bon, tout cela, c'est un problème de pouvoir. Le pouvoir ne se partage pas, donc je pense que c'est un problème à ce niveau. Donc maintenant, les choses ont été clarifiées, mais je ne pense pas que ce soit acté encore. Moi, j'attends que la CEDEAO vienne et peut-être que je pense qu'on va peut-être s'attendre à une résolution de la crise, parce que je ne vois pas comment le président de la transition peut être démis dans ces conditions-là, parce que ça va remettre toute la transition en cause. Donc je m'attends à ce que la transition, et déjà le Haut Conseil islamique, qui a une autorité de la société civile ici, très écoutée, a été reçu par les colonels. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de consultations. Et vous savez, la vertu du dialogue est bien installée au Mali depuis des siècles. Donc tout se discute. Mais il faut que les gens s'asseyent autour d'une table pour trouver les solutions aux problèmes. Parce que la transition, la charte dit que la transition est de 18 mois. Et en principe, les élections devraient avoir lieu en mars 2022. Mais d'ici là, comment le pouvoir va être partagé entre les uns et les autres, ça c'est la grande question. Niantao Mohamed, vous pensez que les militaires vont revenir sur leur décision au sujet du limogeage? Ce n'est pas le terme qu'ils ont utilisé, mais c'est un limogeage concernant le limogeage du président de la transition, Bandao? Alors, le discours du vice-président de la transition que M. Makalou a partagé avec nous, qui a été lu sur la chaîne nationale du Mali, est clair. Et donc, c'est ce qui veut dire que je pense aujourd'hui que le pouvoir est entre les mains des militaires. Et maintenant, certainement, la communauté sous-régionale, la CEDEAO, comme la dernière fois, va se mettre au travail pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et je pense aussi que dans le discours, les militaires ont fait comprendre que
je trouve qu'il manque quand même de précision par rapport à l'agenda électoral, parce que le gouvernement de transition avait donné des dates, notamment les élections présidentielles, législatives et présidentielles qui étaient censées se tenir au mois de février et le deuxième tour au mois de mars. Par contre, là, les militaires annoncent plutôt qu'il y aura les élections, que la transition continuera et qu'il y aura les élections courant 2022. Alors, donc, il manque un peu de clarté. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont quand même disposés à discuter avec la société civile afin que nous trouvons ensemble une solution pour que la transition nous amène vers ce que nous attendons tous, c'est-à-dire une élection libre et transparente, afin qu'il y ait un président légitime qui va enfin pouvoir s'occuper des problèmes des Maliens. Maître Jacques-Brice Momnogui, quelle devrait être la priorité? Il faut organiser les élections, mais est-ce que ce chronogramme ne paraît pas, en ce qui concerne le temps, très juste pour permettre au pays de résorber les différentes crises, notamment institutionnelles, qui se sont posées? Il y a de nombreux experts qui ont parlé de refonte de la Constitution. Oui, mais je crois que la véritable priorité pour le Mali, même si je parle sous le contrôle de mes frères maliens, c'est d'abord la question de la sécurité. Je crois que c'est la question la plus importante. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas faire des débats d'organisation d'élections dans des régions où il n'y a pas de sécurité, etc. On ne peut rien garantir, nous aux électeurs, nous aux élus. Et je pense qu'effectivement, pour que le problème soit réglé à long terme, il faut non pas déjà aller aux élections, pourquoi pas aller aux élections même pour changer encore la tête de l'État. Il faut surtout les assises nationales. Il faut qu'on arrive à avoir une discussion au Mali entre tous les acteurs qui sont au nord et au sud, de manière à pouvoir établir véritablement une constitution cette fois-ci qui serait acceptée par tous et peut-être qui serait respectée. Je crois que là aujourd'hui, on ne peut pas se précipiter à organiser des élections qui vont reproduire la même chose. Nous avons beaucoup cru à la démocratie à l'époque, à la démocratie telle qu'on nous l'a présentée au sens de l'alternance avec ATT qui a fait son quota, qui ne s'est pas présenté. Le Mali a été très vanté comme un grand pays de la démocratie. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on se rend compte que l'apparence finalement cachait les fractures fortes dans la société, il faut peut-être résoudre d'abord ces fractures avant de remettre l'apparence de la démocratie telle qu'on la souhaite, c'est-à-dire au sens de l'alternance. Voilà ce que je... Maître Abdourahmane Touré, et quel serait pour vous le schéma de sortie de crise au Mali? Alors, s'agissant du schéma de sortie des crises, moi je pense qu'il y a un certain nombre d'hypothèses parce que dans les périodes de crise, on ne peut qu'aller sur des hypothèses et toutes les hypothèses deviennent plausibles. La première des hypothèses, je pense, ce serait que le président de la transition, le vice-président de la transition plutôt, annonce officiellement qu'il a démis le président de la transition ainsi que le premier ministre de leurs fonctions et qu'à compter de ce jour, il assure l'exercice effectif des pouvoirs. Il va désigner un premier ministre issu des rangs du mouvement M5, mouvement de contestation politique, et qui va être en charge de composer un gouvernement avec les groupes armés et les autres forces sociales. Donc après cela, maintenant, le Mali pourra venir face à la CEDEAO avec cette solution interne pour qu'on puisse avancer. Et ce qui a manqué dans cette phase de la transition depuis les 9 premiers mois, c'est l'inclusivité qui était qui était sur toutes les lèvres. Mais malheureusement, on n'a jamais pu donner un contenu réel parce que les militaires, dans un premier temps, ont fait semblant de cheminer avec les forces politiques. Après, ils ont essayé de se débarrasser totalement des forces politiques et se sont rendus compte que cela est manifestement impossible. Donc, il faut revenir maintenant à la recomposition politique. On a vu au Tchad comment ça s'est passé. En 1 heure de temps, le fils de Déby a été désigné président de la transition. Un des grands opposants, même s'il a eu il a fait un peu de va-et-vient entre le pouvoir et l'opposition, a assuré la primature. Au jour d'aujourd'hui, le Tchad continue à avancer tranquillement. Je pense que pour le Mali, il faut sortir du montage, en tout cas abracadabratesque de vice-président qui n'est prévu par aucun texte et assumer le coup d'État une bonne fois et qu'on fasse une transition de manière inclusive plutôt que de faire semblant, quoi. Parce que nous sommes en train d'essayer de jouer
sur plusieurs registres incompatibles en même temps. On veut être légaliste et en même temps on veut sortir de la légalité. Donc moi je pense qu'il faut assumer une bonne fois ce coup d'État et puis voilà, on met en place un système de présidence assuré par les militaires qui sont les forces les plus représentatives aujourd'hui. Un gouvernement composé, dirigé maintenant par le M5 et puis les groupes armés et les autres composantes vont rentrer dans le gouvernement. On va avancer avec une solution malienne interne. Pour moi c'est la solution la plus réaliste, même si elle ne me semble pas conforme aux droits ni aux règles, mais entre deux mots, on choisit le mot. Nous sommes dans une situation où il n'y a aucune démonstration juridique ou politique qui puisse être pertinente. Ce dont on a besoin, c'est d'utiliser pratiquement notre bon sens, et le bon sens nous oblige maintenant à faire une composition dans la recomposition politique en mettant le schéma dont je viens de parler tout à l'heure sur place. Voilà ce que je pense de la situation globalement. La CEDEAO, l'Union africaine, bon, moi je pense que si on se met d'accord à l'interne, on pourra les informer de notre convention interne après. Voilà. En tout cas, nous sommes au terme de cette émission. On va permettre à chacun de dire un mot pour la fin. Dernier tour de table. La situation au Mali qui va certainement nous ramener à nouveau autour d'une table dans le cadre de la tribune du mardi, l'un de ces jours. Mais on va quand même dire un mot sur la journée de l'Afrique célébrée ce 25 mai. La journée de l'Afrique qui commémore la création de l'ancêtre de l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. Une journée qui est bien terne cette année avec bien sûr la crise sanitaire du Covid-19, les restrictions liées à la maladie et bien d'autres situations qui ne favorisent pas des manifestations un peu partout sur le continent. Messieurs, la journée de l'Afrique, l'occasion d'un peu plus d'optimisme malgré tout? Un mot pour chacun? Oui, moi je suis très optimiste. Après le sommet sur le financement des économies africaines à Paris, qui m'a laissé un peu sur ma faim, je suis très optimiste, surtout avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. J'ai vu que les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. Rappelons que c'est le 25 mai 1963 en Addis Abeba en Éthiopie que 32 dirigeants africains ont mis sur les fonds baptismaux l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Maintenant, la vision 2063 a été élaborée en 2013. Les Africains ont une vision sur 50 ans. Et cette vision, elle est complète. Mais maintenant, comment la financer? Et donc, à travers cette zone de libre-échange continental, l'Afrique a la chance de compter dans le monde. Mais encore faut-il que nous parlions de la même voix. Il faut tout faire... Mais surtout, j'ai beaucoup aimé la manière dont les communautés économiques régionales ont été responsabilisées. Contrairement à ce qui se dit, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a été créée en 1975 à Lagos, est la communauté économique régionale qui marche le mieux en Afrique et l'une des meilleures au monde. Il y a la libre circulation des personnes et des biens à ce niveau. Certainement. Et on est en train de travailler sur la monnaie unique. Il y a des difficultés. Et puis, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest a un agenda politique et sécuritaire, parce que son mandat a été modifié. Évidemment, il faut que ce soit plutôt une communauté économique des peuples, en plus de la communauté économique politique. On aura l'occasion de refaire le débat sur le sujet. Niantao Mohamed, le continent africain est aujourd'hui à l'honneur avec la journée de l'Afrique. En deux mots, il faudrait davantage d'efforts pour concrétiser cet optimisme? Alors moi je dirais déjà une commémoration d'une journée africaine est un plaisir qu'on ne peut pas négliger. Vous savez que si vous regardez sur notre continent, pratiquement toutes les fêtes que nous avons sont des fêtes qui ont été importées de l'extérieur. Alors maintenant, cette journée, même si elle est politique, je trouve qu'elle est très institutionnalisée. Il va falloir que cette journée soit une journée de la population africaine. Il ne faut pas qu'on fasse
les mêmes erreurs que l'Europe, c'est-à-dire vous avez l'Union africaine dirigeante et puis la population africaine qui n'est pas informée et qui ne se sent pas concernée. Et je crois que cette commémoration est une bonne chose, encore une fois de plus. Il faut que la commémoration se fasse de manière intelligente au niveau de la population, au niveau de la base, afin que toute la jeunesse africaine aujourd'hui sache qu'il y a une possibilité qu'on se mette ensemble pour aller vers la même direction. C'est bien noté. Maître Jacques-Brice Momnogui, la fête de l'Afrique, la journée de l'Afrique, doit marquer un nouveau départ malgré toutes les difficultés. Et disons que la journée de l'Afrique, on peut que saluer qu'il y ait une journée de l'Afrique, mais notre continent a d'abord le problème de porter un nom qui n'est pas le sien, puisqu'on nous appelle Afrique, mais c'est pas notre véritable nom. J'aurais aimé qu'on appelle cette journée la journée Al-Keboulan. C'était le nom qui était donné à l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Donc, mais de manière fondamentale, nous sommes toujours sur le principe de l'Organisation de l'Unité africaine, même si nous avons aujourd'hui l'Union africaine, puisque l'Organisation de l'Unité africaine a été fondée sur des frontières héritées de la colonisation. Je suis un fervent partisan de l'intégration africaine, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, également de l'OADA, mais je pense qu'il va falloir aller au-delà de nos frontières africaines pour avoir une véritable Afrique retrouvée qui serait une Afrique unifiée. Et c'est dans ce sens que je mets un peu d'espoir dans le fait que les Africains désormais se rencontrent avec une vision panafricaniste et une vision beaucoup moins cloisonnée. Vive l'Afrique! En tout cas, vive le continent africain, et nous avons justement coutume de rappeler que le continent africain est la mamelle du monde entre griffes. Il ne faut donc jamais désespérer de l'Afrique, malgré tout, car l'Afrique est la mamelle du monde. Nous étions, rappelons-le, en compagnie de Maître Abdourahmane Touré, avocat, analyste politique en ligne de Bamako au Mali, Gaston Kelman, écrivain, qui était en ligne de Yaoundé au Cameroun, un écrivain panafricaniste, intellectuel de haut vol que l'on ne présente plus. Modibo Mao Makalou, également ancien conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta en ligne de Bamako au Mali. Niantao Mohamed, qui est président du mouvement Solidarité Nouvelle en ligne de Paris en France. Maître Jacques-Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste et bien sûr défenseur des droits de l'homme, consultant de la Tribune du Mardi en ligne de Bordeaux en France. Merci donc d'avoir été des nôtres pendant cette heure, et merci surtout de rester fidèle au programme de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.